Qui ici est à l'aise avec l'improvisation de manière générale? Levez la main. Comment ça? C'est-à-dire au quotidien, quelque chose ne se passe pas comme prévu, vous devez vous adapter, vous avez une question difficile, comme ça a été évoqué. Niveau d'aisance de 1 à 10, levez la main si vous êtes très à l'aise, et vous gardez la main en bas si vous n'êtes pas très à l'aise. C'est parti. Moyen, moyen, et beaucoup de mains qui restent en bas. Et oui, et c'est normal parce que nous, les êtres humains, on n'aime pas trop l'improvisation, on aime bien les routines, on aime bien rester dans notre quotidien, que les choses ne changent pas. On est souvent averse au changement. On va faire une petite activité immédiatement pour voir un petit peu votre niveau d'aisance avec l'improvisation. Rassurez-vous, vous n'allez pas avoir grand-chose à faire. Il faut simplement mettre votre pouce de la main gauche en haut et votre index de la main droite en avant. Bon, vous l'avez? OK, et maintenant il faut changer. Les deux en même temps, et rechanger, et rechanger, et rechanger, et voilà. Ça va? Ça se passe bien? Okay. Situation d'échec, situation de difficulté, et heureusement là, on est dans un cadre sans grands enjeux, mais et on a tous rigolé, on s'est amusé de cette situation-là, mais je vous ai quand même mis dans une situation difficile que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. C'est exactement ça l'improvisation, c'est faire face à des contraintes qu'on ne maîtrise pas. Et c'est une question d'état d'esprit pour apprendre à développer cette fonction. Moi, au début, je n'arrivais pas à faire ça. Je le fais maintenant, dès que je prends la parole, je fais mes prises de parole comme ça. Et maintenant, je suis devenu capable de le faire. Le processus qui m'a permis de passer à un niveau d'incompétence à un niveau de compétence, c'est un processus d'improvisation. Il y a d'autres facteurs en jeu qu'on va pouvoir utiliser pour s'améliorer, ou en tout cas pour changer son état d'esprit face à l'improvisation. Deuxième exercice. Continue dans la lignée des doigts et du pouce. Voilà. Avec votre main gauche, je voudrais que vous dessiniez un carré dans l'air. Vous l'avez fait cet exercice peut-être? Non. Avec votre main droite, un triangle. Non. D'accord. Maintenant, on va essayer d'appliquer un des principes de l'improvisation qui nous permet d'improviser, c'est la coopération. Donc, je vais vous demander de vous mettre en binôme. Voilà, essayez de trouver quelqu'un à côté de vous. Voilà. Et je vais vous donner 1 minute. Et vous allez devoir trouver 5 manières différentes de réussir cet exercice à 2. Voilà, je n'en dis pas plus. Attention, je vais lancer mon chrono. Pardon? Ceux qui sont en ligne, trouvez un partenaire, trouvez un enfant, trouvez votre compagne, interrompez-le. Ou, pour ceux qui sont en ligne, trouvez 10 moyens de le faire qui ne sont pas conventionnels. Utilisez votre environnement, utilisez ce que vous avez autour de vous et trouvez 5 manières différentes d'y arriver. Attention, 1 minute, c'est très court. Il faut aller très vite dans les propositions et il faut très vite tester les choses. C'est parti. Carré, triangle, à 2. C'est parti. Avec votre main gauche, triangle avec votre main droite. Et là, vous êtes en train de faire le café. Et ça fait 1 minute. Alors, c'était très compliqué, ce que j'ai entendu. Pourtant, là, en vous regardant, j'ai vu peut-être une vingtaine de stratégies différentes. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent partager leur stratégie? Là, il y en avait une qui était magnifique. C'est top secret, mais je l'ai vu. Alors, vous, ce que vous avez fait, c'est que vous vous êtes pris la main et un de vous était responsable du carré et l'autre était responsable du triangle. Donc, ils se sont délégués la tâche de manière simultanée, ils se sont partagés la responsabilité. Donc ça, c'est une stratégie possible.
Qu'est-ce que vous avez fait? Ouais. Mais on fait ça dans le debout, avec les mains derrière, assis, en changeant juste la position. D'accord. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que vous avez un petit peu papoté tous les deux. Et donc vous, votre stratégie, c'était aussi de parler, d'échanger autour de cette activité. Parce que vous avez pas fait le triangle et le carré. Voilà. Donc aussi une stratégie, c'est simplement de parler de l'activité et d'échanger et puis de passer un bon moment avec son partenaire. C'était un peu votre stratégie. J'ai vu, vous avez regardé votre écran. Ah, vous prenez des notes. Vous avez écrit, il faut faire un carré et un triangle. C'est aussi une stratégie. Mais c'est surtout ce que j'ai fait. Ouais, et vous avez dessiné un triangle et un carré sur le. Non, ce que j'ai pris. D'accord. Mais vous étiez très intéressé par ce qui est en fait. Je connais là. Ça, c'est une autre stratégie, c'est de prendre des notes, c'est d'écrire comment on va faire. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies que vous avez trouvées? Oui, la vitesse de. Ouais, comment? C'est-à-dire, l'un faisait le carré, l'un faisait deux carrés, et au global, ça répond à la consigne. Oui, donc vous avez pris une approche innovante sur la consigne. Il y a une autre stratégie? J'ai fait un carré, et carrément, chacun a sa responsabilité. Il y en a deux finalement au global. Okay. Et du coup, ça va très vite. Il y a aussi une autre stratégie qui est d'aller très lentement et de ralentir. Comme ça, j'ai le temps de me concentrer. Parce que moi, je vous l'ai fait à une certaine vitesse, mais je n'ai pas dit que vous deviez respecter nécessairement ce. Donc là, voilà, très rapidement, je vous ai à nouveau mis dans une situation de stress, avec une contrainte assez élevée, assez intense, assez difficile à respecter. Et vous avez trouvé 10 solutions, enfin beaucoup de solutions. Et un des principes qu'on a utilisé pour réussir dans cette situation-là, c'était de coopérer. Et pour ça, il faut accepter, d'accepter l'idée des autres, c'est-à-dire de faire sans jugement et de dire « Ok, je suis d'accord, j'essaye. Ok, j'essaye, etc. » D'ailleurs, c'était intéressant parce que là, au début, j'ai vu, tu lui as dit « Viens, on le fait. » Et toi, tu as dit « Ah non, j'ai pas trop envie, etc. » Et toi, tu as dit « Allez, on le fait, etc. » Et puis là, on s'est libéré dans l'action. Donc, il y a quelque chose à un endroit où il faut accepter d'aller dans l'action avant d'aller dans le jugement si on veut pouvoir être créatif et répondre à des problématiques. Et c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve quand on fait de l'improvisation théâtrale. Donc, moi, je m'appelle Yann Parizeau et je fais de l'improvisation depuis une vingtaine d'années. Voilà, j'ai commencé au lycée et j'en ai fait dans mes études. Ensuite, je suis devenu comédien sur le tard. Et actuellement, je joue tous les samedis dans un théâtre dans le 6e arrondissement et je fais un spectacle d'improvisation. C'est-à-dire que je me présente au théâtre et je ne sais pas ce que je vais jouer. Je ne connais pas mon texte et je ne sais pas où je vais me placer sur scène. On part des propositions du public qui va nous dire un mot, une phrase, une réplique, une émotion, et on doit créer 10 sketchs en 1 heure, sur la base de rien du tout. Alors évidemment, ce n'est pas sur la base de rien du tout, c'est sur la base d'un travail préalable qu'on a fait avec nos collègues d'entraînement, exactement les petits exercices que je vous ai fait faire là à l'instant. Et c'est ça qui nous permet de réaliser semaine après semaine un spectacle sans l'avoir prévu au préalable. Et moi, je prends énormément de plaisir à faire ça. Je sais que dans la vie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui aime improviser, bon, c'était pas extrêmement partagé, cette passion. Et par ailleurs, je sais que la prise de parole en public, c'est-à-dire parler devant le public, c'est quelque chose qui est source de stress. Ben, moi, je fais les deux en même temps et je prends énormément de plaisir à ça. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous donner des clés pour prendre du plaisir dans des situations similaires. Alors, j'ai pas toujours été comédien. Avant, j'étais dans la banque. Ça, c'est moi. Et ça, c'est moi au Sénégal, dans une entreprise de papeterie au Sénégal. Et je travaille pour l'Agence française de développement, qui est une institution financière qui travaille dans les pays en développement et qui fournit des prêts bancaires pour l'industrie locale, pour les infrastructures, etc. Et bon, quel est le lien avec l'improvisation, me direz-vous? Eh ben, en réalité, j'improvisais au quotidien, puisque d'une part, dans la finance, on improvise. Dans l'industrie, on improvise. Je pense qu'il n'existe pas un secteur de métier dans lequel on n'improvise pas. Donc,
je me retrouvais régulièrement en situation où je devais défendre des projets en comité, etc. Et donc soumis à des questions, soumis à des incertitudes. L'industrie de la finance, c'est essentiellement la gestion du risque. Donc, le risque, on ne peut pas l'anticiper. Donc, il faut savoir improviser, il faut savoir anticiper, il faut savoir réagir. Et en particulier dans un univers où, en fait, on va dire, les institutions, le cadre étaient soumis à beaucoup de chaos, puisqu'on n'avait pas un cadre réglementaire ou juridique toujours extrêmement aussi fourni qu'on peut trouver dans les pays développés. Il fallait pouvoir composer avec le quotidien. Et donc, l'improvisation m'a servi dans mon quotidien, dans la finance. Et c'est quelque chose qui était assez intéressant, parce que j'avais beaucoup de collègues qui venaient me voir et qui me disaient je sens que quand tu parles en comité de crédit ou quand tu parles au conseil d'administration, tu es plutôt à l'aise, tu arrives bien à gérer tes projets. Et en fait, je n'avais pas vraiment fait le rapprochement. Et j'avais déjà à l'époque une activité théâtrale et une activité d'improvisation théâtrale. Et je m'en servais vraiment au quotidien. C'est un vrai avantage pour moi d'avoir cette pratique-là pour pouvoir réagir aux situations imprévues et puis pour pouvoir prendre la parole régulièrement. Alors, en parallèle de ça, moi, je faisais beaucoup de théâtre, beaucoup d'improvisation, à tel point que j'en ai fait mon métier. Donc ça, c'était il y a 8 ans. Je suis devenu comédien professionnel. J'ai fait une école de théâtre professionnelle et je me produis donc sur scène tous les soirs. Ça, c'est extrait d'un de nos spectacles qui s'appelle Maestro, dans lequel il y a 10 comédiens sur scène et on élimine progressivement les comédiens à l'applaudimètre du public. À la fin, il n'en reste qu'un ou qu'une qui est le ou la maestro, maestra de la soirée. Donc ça, c'était la maestra de la soirée. Moi, j'étais sur scène également avec les collègues ce soir-là. Donc, c'est quelque chose que je pratique depuis très longtemps, mais dont je vois les bienfaits au quotidien aussi depuis très longtemps. Vous connaissez peut-être les matchs d'improvisation théâtrale, vous en avez peut-être entendu parler, vous avez peut-être même assisté. Actuellement, je dirais, dans l'industrie du spectacle vivant, il y a une vraie comment dire, résurgence de l'improvisation théâtrale. C'est une pratique, au même titre que le stand-up, qui commence à avoir beaucoup, beaucoup d'impact. Et il y a de plus en plus de spectacles de cette discipline-là. Donc, c'est, il ne faudrait pas étonnant que vous en ayez déjà vu. Et si vous en avez déjà vu, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie d'en faire ou peut-être d'appliquer un petit peu ce que vous avez vu sur scène. C'est même tellement populaire que vous trouvez même des spectacles improvisés sur Netflix. Donc ça, c'en est un. Idle, and Schwartz, c'est ce qu'on appelle plutôt un format long. C'est une pièce improvisée d'1 heure où ils improvisent tous les éléments avec rien du tout. Ils montent sur scène à 2 et ils improvisent tous les éléments. Donc, si vous voulez apprécier l'improvisation depuis votre canapé, même aujourd'hui, c'est possible. Vous avez ça sur Netflix. Donc, c'est vraiment une discipline qui a beaucoup, beaucoup de plus en plus d'impact dans la société, même dans on va dire, dans la pop culture. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de plus en plus présent dans les entreprises. Donc moi, je suis également formateur et j'interviens très régulièrement dans les entreprises où je donne des formations sur les soft skills, en particulier sur la prise de parole. Ça, c'est vraiment mon cœur de métier, on va dire. Mais on peut aussi travailler sur le langage corporel, on peut travailler sur la communication, on peut travailler sur la créativité, on peut travailler sur la gestion, les ressources humaines, le management, les situations commerciales, la négociation. Cela est applicable, l'improvisation est applicable à tous ces domaines. Et c'est de plus en plus pratiqué, de plus en plus populaire. Donc aujourd'hui, mon but, ce serait de vous donner des clés pour pouvoir appliquer la notion d'improvisation théâtrale dans votre quotidien professionnel. Il faut savoir que l'improvisation, c'est documenté, ça a plusieurs impacts positifs, ça améliore la créativité, ça réduit le stress et ça booste la confiance en soi. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des papiers scientifiques que vous pouvez retrouver dans toutes les bases de données scientifiques qui ont vraiment créé des situations de contrôle avec des études randomisées où on étudie les gens qui ont pratiqué l'improvisation par rapport à d'autres gens qui ne l'ont pas pratiqué pour voir les impacts différentiels. Et on constate que la créativité, l'épanouissement, le bien-être, tous ces éléments sont vraiment renforcés par la pratique de l'improvisation théâtrale au quotidien. Donc ça peut paraître une discipline artistique un peu floue, un peu étrange, un peu atypique, et pourtant non, c'est documenté, c'est quelque chose dont la pratique va véritablement vous aider. Moi, je
je suis très attaché à une discipline de l'improvisation théâtrale, il y en a plusieurs, mais un de mes mentors, c'est quelqu'un qui s'appelle Keith Johnston. C'est un metteur en scène britannique qui est né dans les années 30 et qui est décédé récemment, et qui a beaucoup travaillé sur l'improvisation théâtrale dans le milieu du théâtre, en particulier dans le milieu du théâtre anglais d'après-guerre, qui justement manquait d'auteurs et d'autrices. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un groupe d'auteurs et d'autrices qui se questionnaient sur comment faire du théâtre, comment écrire pour le théâtre. Et la méthode qu'il a utilisée, c'était l'improvisation théâtrale. Parce que dans ce milieu-là, en fait, on aimait beaucoup discuter, on aimait beaucoup parler de ce qui fait du théâtre, etc. Mais on le mettait assez peu en pratique. Donc lui, il disait, et vous pensez qu'une scène doit commencer de cette manière ou qu'une pièce doit commencer de cette manière, essayons-le. Il mettait ça en pratique et évidemment, cela passait sous la forme de l'improvisation. À l'époque, l'improvisation était assez mal vue. Et lui, il vient et il dit non, il faut qu'on essaye les choses, il faut qu'on tente les choses. Et ça lui vient d'où? Ça vient du fait que lui-même, avant, avait été professeur des écoles. Et il a été professeur des écoles à une période assez particulière. Il a été professeur des écoles pendant et juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était une période où il n'y avait plus beaucoup de professeurs. Donc il fallait prendre beaucoup de professeurs, les former très rapidement, et on les mettait très rapidement devant les élèves. Et lui, il s'est retrouvé dans une école voilà, très vite, et on lui a refilé la classe des cas irrécupérables. Il a dit, voilà, tu vas t'occuper de ces enfants-là. On a complètement abandonné avec eux. C'est pas possible de faire quoi que ce soit. Donc, voilà, bonne chance, fais ce que tu veux, tu as carte blanche. Et il est arrivé, il a essayé d'appliquer donc son programme appris à l'école des professeurs anglais, etc. Et ça ne marchait pas. Et donc, ce qu'il a commencé à faire, c'était d'inverser totalement toutes les règles qu'on lui avait données en tant que professeur. Donc, par exemple, une des règles, c'était ne pas faire de grimaces. Vous, les élèves, vous n'avez pas le droit de faire des grimaces. Donc, il encourageait les élèves à faire des grimaces pendant que lui, il enseignait. Une autre des règles, c'était de dire ne venez pas habillés, ne venez pas déguisés à l'école. Donc, il encourageait les élèves à venir déguisés à l'école. Et progressivement, il a réussi à regagner de l'intérêt auprès de ses élèves. Une des choses qu'il faisait aussi, c'était plutôt que d'enseigner, par exemple, la lecture et l'écriture en disant voici les règles de la lecture, voici les règles de l'alphabet, etc. Il faisait exprès d'écrire des choses au tableau ou à la machine à écrire devant ses élèves avec des fautes. Et ce qui était intéressant, c'est que ces élèves qui étaient considérés comme des cancres, qui ne maîtrisaient pas la lecture, pointaient du doigt les fautes qu'ils faisaient. Donc en fait, ils savaient exactement les règles de l'écriture et de la grammaire, etc. En tout cas, ils en connaissaient une bonne partie, mais ils ne se sentaient pas autorisés à être de bons élèves. Par contre, quand on les mettait dans la posture de « tu es libre de me corriger, moi, en tant que professeur », spontanément, ils citaient des règles de grammaire, des règles d'orthographe, etc. Et ils créaient une dynamique comme cela en inversant les règles. Donc ça, c'est sa philosophie, sa pédagogie. C'est une pédagogie inversée. Et en faisant ça, il s'est rendu compte que ça libérait la créativité de ses élèves. Et à la fin de l'année, les inspecteurs académiques venaient le voir et lui disaient « mais on ne comprend pas comment tu as réalisé de tels résultats avec ces élèves auxquels on ne croyait plus. Donc, voilà, on te reconduit dans tes fonctions, même si, évidemment, les autres inspecteurs d'académie ne sont pas du tout d'accord parce que tu vas à l'encontre de tous les règlements qui sont dans la pédagogie. » Donc, il avait à la fois cet attrait parce qu'il obtenait des résultats, mais il le faisait de manière non conventionnelle. Et cette méthodologie-là, c'est celle qu'il a appliquée à travers 2 livres qui s'appellent Impro et Impro for Storytellers, dont je vous recommande la lecture. Impro a été réédité récemment dans une maison d'édition anglaise, je crois que c'est Methuen, dans la catégorie des 10 livres les plus influents du XXe siècle. Il est assez peu connu en France, mais dans le monde anglo-saxon, c'est un livre assez avec une très grande influence, dont je vous recommande la lecture, et qui est applicable dans beaucoup de professeurs, beaucoup de psychologues, beaucoup d'enseignants, et il y a certaines entreprises, même aux États-Unis, qui imposent sa lecture aux salariés qui rejoignent le groupe. Donc, je vous en recommande la lecture. C'est vraiment un livre qui est très rafraîchissant en termes d'approche pédagogique et d'approche de la vie, tout simplement. En tout cas, c'est là d'où je viens. Donc, le premier conseil que je vous donnerais, si vous voulez appliquer l'improvisation théâtrale, que ce soit dans le cadre d'une prise de parole, que ce soit dans le cadre de la gestion d'équipe, ce serait d'oser. Alors, c'est facile à dire, mais voilà. Qu'est-ce que ça veut dire oser? Oser, comme nous le dit Keith Johnston, c'est une philosophie. Alors,
la citation qui est attribuée à qui, qui est assez souvent citée, c'est que il y a des gens qui disent oui et il y a des gens qui disent non. Il y a des gens à qui on fait des propositions, ils répondent spontanément oui, et il y a ceux qui répondent non. Ceux qui répondent oui sont récompensés par les aventures qu'ils vivent, et ceux qui répondent non sont récompensés par la stabilité qu'ils acquièrent. C'est une citation intéressante parce qu'en fait, elle n'est pas dans le jugement de dire que le oui est meilleur que le non, ou que le non est meilleur que le oui, c'est que ce sont deux stratégies face à une situation d'incertitude. Tenter la chose ou ne pas tenter la chose, les deux se valent. Cependant, à long terme, ce qu'on constate, c'est qu'il y a différentes récompenses qui sont associées aux deux. Lui, il va quand même proposer de dire que pour qu'il se passe des choses dans un contexte théâtral, dans une pièce, il faut que les personnages disent oui à des propositions pas très intéressantes. C'est-à-dire, je suis avec ma femme, mon amant est dans le placard, est-ce une bonne chose de rentrer dans la pièce avec mon mari? Au théâtre, oui, c'est une bonne chose. Il se passe quelque chose. Dans la vraie vie, non. Ne le faites pas, vous prenez un risque et vous allez divorcer plus tard, etc. Mais ce n'est pas du tout une bonne idée. D'accord? Mais au théâtre, oui. Et il y a une frontière entre la vie et le théâtre où ça peut être intéressant de dire oui. Donc il faut se réentraîner à dire oui. Il faut se réentraîner surtout à prendre des risques. Il faut se réentraîner à échouer. Il faut se réentraîner à tomber. Et il faut s'entraîner à tomber sans se faire mal. La faute dans la citation, c'est pour nous inciter à réagir par... Il y a une faute dans la citation? Oui. C'est parfait, oui, c'est ça. C'est exactement la... Moi-même fait une faute. Je suis récompensé par cette interaction que nous avons en ce moment. Ça permet de faire un moment sympathique. En fait. J'ai pris un risque. Voilà. C'est vrai qu'à la base, elle était en anglais. En anglais, c'est moi qui les traduis. Et j'aurais peut-être pas dû. Mais voilà, ça fait un moment sympathique. C'est vrai. Par ailleurs, je dirais, alors vous avez vu, parce que j'ai avancé le slide, donc là à nouveau je me suis planté, je dirais que les erreurs créent les choses les plus mémorables, même à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Donc si je vous demande quel est le paquebot le plus célèbre de l'histoire, vous allez me dire le Titanic, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il s'est pris un iceberg. Si ce n'était pas pris d'iceberg, on ne se rappellerait pas de lui. Et on n'aurait pas eu... Alors, il y a eu un drame humain, évidemment, associé à cela. Il y a eu probablement des avancées techniques, technologiques, pour se dire comment on fait pour éviter les icebergs désormais, où est-ce qu'il ne faut pas renforcer les coques, etc. Et puis, il y a surtout eu des films, parmi les plus grands films de l'humanité, qui ont été créés sur cette histoire. Donc, les choses dont on se rappelle à l'échelle d'une vie, c'est les erreurs. C'est le moment où on s'est planté. Évidemment, dans le monde professionnel, on n'a pas trop envie de se rappeler des erreurs. Et c'est tout à fait normal. Puis, il y a des domaines dans lesquels c'est plutôt bien de ne pas faire des erreurs. Le domaine médical, les domaines de haute précision, l'aviation, voilà, les transports, etc. Voilà. Mais de manière générale, si on peut changer notre rapport à l'erreur, ça va nous aider à être plus créatifs et à être dans l'action et à être dans la récompense par de nouvelles innovations, de nouvelles propositions. Donc, pour pouvoir dire oui aux choses, il faut d'abord accepter de tomber, accepter de se planter, il faut accepter de se vautrer. Pas du tout agréable, c'est pas quelque chose qu'on aime faire, d'accord? Donc, en général, ça fait mal. Et puis, même quand on a mis un casque et qu'on a des protections, c'est pas quelque chose qu'on apprécie. Et pourtant, il y a des domaines dans lesquels on est obligé d'apprendre à se faire mal avant de pouvoir réaliser l'activité. Par exemple, l'équitation. Voilà. Il faut apprendre à tomber à cheval, ou il faut tomber à cheval, sinon on ne peut pas être vraiment un cavalier ou une cavalière. Et par exemple, dans les arts martiaux. Par exemple, en aïkido ou en judo, on ne va pas vous apprendre à faire les techniques tant que vous ne savez pas chuter. Et même, il y aurait des maîtres de disciplines qui disent la technique est secondaire par rapport à la chute. Donc, moi, j'ai fait beaucoup d'aïkido dans ma jeunesse, et des fois, il y avait des séances entières dédiées à chuter. Voilà. Donc, on sortait de là, on était un peu déçus, parce qu'on n'a pas appris de technique. Et ils nous disaient non, continue, refais 200 chutes. Et après, on passe aux techniques, on peut se libérer dans la technique parce qu'on n'a pas peur de tomber. Donc, c'est exactement ça. Donc, par rapport à ça, il faut apprendre à chuter. Il faut apprendre à faire des erreurs. Et il faut apprendre à dédramatiser l'erreur. Donc, à nouveau, je vais vous proposer de vous mettre en binôme avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas été encore. Il faut se lever et changer de siège.
Et vous pouvez vous rasseoir. Voilà. Vous pouvez vous rasseoir après. Je voulais juste que vous changez de siège. Voilà, c'est une conférence où on fait des erreurs dans les slides et où on change de siège. C'est bon, vous avez un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire. Ceux qui sont à la maison, pareil, trouvez un animal de compagnie, votre voisin, ou vos enfants, ou votre compagne. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez compter jusqu'à 3, mais à 2. Faites une démo. On va compter jusqu'à 3. Je vais compter 1, 3, tu reprends 1, 2, 1, 3, 2. Ok, allez-y. C'est pas si facile. Ok, ça va? C'est bien passé? C'est galère. C'est galère. On demande juste de compter jusqu'à 3. C'est compliqué. Et pourtant, on fait des erreurs. Vous êtes des gens assez formidables. Parce que quand vous vous êtes planté là, il y a des gens qui ont ri, des gens qui ont souri. Ah, oui. Dans votre prochaine réunion d'équipe, cette phrase, vous ne pourrez pas la prononcer. Ah, j'ai complètement foiré les résultats du premier trimestre. Mais là, ça marche. Et pourtant, mais je dirais quand même que là, même là, à cette échelle de faire un exercice qui n'a aucune conséquence, on n'a quand même pas envie de se tromper. On a quand même envie de réussir. Si vous faites cet exercice avec des enfants, si vous faites l'exercice du carré et du triangle avec des enfants, je leur dis, trouve-moi 5 manières de le faire. En fait, ils s'en fichent de réussir ou d'échouer, ils ont juste envie de le faire. Et ils font n'importe quoi. N'importe quoi, entre guillemets, ils font beaucoup de propositions différentes. Si vous faites cet exercice avec des enfants, ils vont compter 1, 2, 3, ils vont faire 1, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 1, ils vont le faire dans n'importe quel sens. Mais ils vont le faire. Nous, on veut le faire bien. On veut y arriver. Et là, il s'est peut-être passé un moment où vous avez buté sur un mot, où vous avez hésité, où ça a mis du temps, et vous avez dit « Oh, mince, j'ai raté ». Et d'ailleurs, après, quelqu'un a dit « C'est galère ». J'ai entendu ça. Ça venait de parents. Et il y a eu aussi des... Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un contexte, je vais donner un principe qui, à mon sens, va vous aider à vous planter. Vous allez faire cet exercice, et la prochaine fois qu'un de vous deux se plante, se trompe, échoue, bafouille, hésite, ou met un peu trop de temps, ou se tend, l'autre personne doit applaudir. Elle doit dire bravo. D'accord ? Et vous êtes planté, vous devez dire j'ai fait une erreur. Donc vous devez dire j'ai fait une erreur, et l'autre personne doit faire bravo. Okay ? Donc là, vous avez un comité de soutien en cas d'erreur. Et il faut le faire sincèrement. Il ne faut pas faire okay, non, il faut le faire à fond. Ok, on essaye. C'est reparti. Okay. Ça va? Alors, c'est pas mal. Je ne sais pas si vous sentez l'énergie qui se dégage maintenant de ce groupe. Il y a une énergie extrêmement positive. On se sent soutenu. Immédiatement, en quelques instants, l'atmosphère a changé. Maintenant, je vais vous demander quelque chose d'autre. Ceux qui disent, enfin, pas ceux, à la place de dire 2, vous allez maintenant taper dans vos mains. Ça va faire 1, 3. 1, 3. Ok. C'est parti. Ok. Maintenant, sur 2, vous tapez dans vos mains, et sur 3, vous faites un petit bond. Ok. Donc, ça va faire 1, 1,
Ok, et vous allez très très vite. C'est parti. Merci, merci. Fais-moi ça, vous pouvez vous applaudir. Ça, ce sont parmi les exercices que nous on fait très régulièrement en répétition d'improvisation théâtrale et que je fais aussi très régulièrement en entreprise sur des sujets de gestion des conflits, gestion des erreurs, innovation, créativité, etc. Maintenant, si j'analyse un tout petit peu l'exercice que je viens de faire, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai donné une consigne qui est complexe, avec une règle, puis j'ai changé la règle, je dis maintenant le 2, il faut taper dans la main, puis j'ai changé la règle à nouveau, et j'ai dit le 3, il faut sauter. Et ces deux changements, vous les avez acceptés très facilement. Et vous avez même eu hâte de pouvoir les faire. Alors évidemment, on est à l'échelle d'un jeu, il y a très peu d'enjeux. Mais j'aurais pu faire ce jeu en disant surtout, ratez. Vous arrêtez le jeu tout de suite. Terminé. Vous vous asseyez et vous attendez que tout le reste des gens aient fini. J'aurais pu faire ça. Ça arrive dans certains jeux, on donne ces consignes-là. Et ce que je veux vous dire, c'est que parce que j'ai fait exprès de célébrer l'erreur, vous avez plus facilement accepté l'augmentation de la difficulté de l'exercice. Et peut-être même que vous avez aussi accepté plus facilement de changer vos comportements et d'acquérir une nouvelle compétence plus facilement. Donc pour tous ceux qui sont dans des positions de manager, et moi-même, je le sais, puisque je gère moi-même mon équipe de comédiens, de formateurs, d'enseignants, on parle beaucoup de célébrer les erreurs. Et c'est très difficile à vraiment mettre en place dans une logique d'équipe au quotidien. Et pour cela, il y a une chose à faire, c'est évidemment l'exemplarité, mais surtout c'est de se sentir soutenu et de vraiment l'appliquer. Et quand on le fait, les changements, les modifications sont plus facilement acceptés. Et ça, c'est vrai aussi à l'échelle individuelle. Donc, si vous allez vous mettre dans une situation d'inconfort, il faut que vous soyez tolérant avec vous-même. Souvent, on veut réussir du premier coup. Moi, je le vois très régulièrement dans les ateliers que je donne. Je donne un exercice et pendant que je donne l'exercice, je vois les personnes qui réfléchissent à la meilleure manière d'aborder l'exercice comme si elles voulaient réussir dès la première fois. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut se faire comme principe, si on veut vraiment oser, qu'on ne peut pas réussir de la première fois, et c'est très bien. Par contre, par itération, on va y arriver. Et il faut que ce processus d'itération soit positif et soit renforcé par du feedback positif de vous-même sur vous-même, ou si vous êtes en situation d'équipe, des membres par les uns et les autres. Donc, la prochaine fois que vous avez une réunion, que quelqu'un dit « j'ai foiré mes résultats du premier trimestre », vous dire bravo. Bravo, c'est excellent. Est-ce qu'on peut le dire sincèrement? C'est ça qui est difficile. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de positif à trouver, même dans l'erreur, en disant bravo, on va pouvoir corriger. Bravo de me l'avoir dit. Bravo de le partager. Bravo de ne pas avoir attendu. Bravo, il y a 12 000 manières de dire bravo. Évidemment, on ne va pas dire bravo d'avoir complètement pareil, mais il y a d'autres choses sur lesquelles on peut trouver du positif. Donc ça, c'est un premier principe, c'est célébrer les erreurs. Il y a une étude scientifique qui a été faite, qui a étudié les cerveaux en IRM, donc en imagerie médicale de l'activité du cerveau, de musiciens de jazz, et ils leur ont donné deux partitions. Une première partition qui était, qu'ils ont appelée les gammes, scales, et une deuxième partition où ils avaient plus de variations, mais surtout ils avaient le droit d'improviser. Surtout ils étaient incités à improviser. Et ils ont comparé les cerveaux des deux des jazzmen dans une situation et puis dans l'autre, pour se demander et quelles sont les zones du cerveau qui sont activées en situation d'improvisation et quelles sont les zones du cerveau qui sont désactivées en situation d'improvisation. Alors, le résultat, c'est qu'ils ont trouvé que l'improvisation était de manière consistante caractérisée par une dissociation au sein du cortex préfrontal. La désactivation du cortex
préfrontal, dorsolatéral et orbital latéral, et une activation du cortex préfrontal médial. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais, c'est très bizarre. Mais quand on regarde ce qui se passe dans le cortex préfrontal, donc c'est la zone avant, qui est juste ici, il y a des zones qui sont qui ont été étudiées et auxquelles on associe certaines fonctions. Donc, moi, je ne suis pas expert en neurosciences. Donc, je vous invite à lire l'étude plus en détail et puis à vous rapprocher d'experts qui pourront vous en parler mieux que moi. Il y a des vidéos en ligne qui détaillent cette étude parce qu'elle a eu beaucoup d'impact et qui en font l'exégèse. Cela dit, à mon échelle de cette présentation, ce dont je voulais vous parler, c'est que la zone qui est désactivée, c'est la zone qui est en bleu, juste là. Donc, le cortex préfrontal dorsolatéral. Et c'est la zone du contrôle cognitif. C'est la zone qui est responsable de dire « Oh, là, il y a quelque chose qui est en dissonance. Là, il y a potentiellement un danger. Là, il y a une erreur. » D'accord ? Donc, cette zone-là, en situation d'improvisation, est désactivée. Et la zone qui est suractivée, c'est la zone du cortex frontal médial, qui est la zone de la sélection et du séquençage. Donc, les jazzmen qui sont en situation d'improvisation activent à fond leur cerveau pour dire quelle note vais-je pouvoir mettre juste après celle-ci. Et ils ont un panel de notes très large, puisqu'ils ont une grande expérience. Ils les composent comme ça de manière itérative, tout en diminuant la notion de jugement sur ce qu'ils sont en train de produire. Et donc, ça, c'est le cerveau jazzman en situation d'improvisation. Donc ça, c'est la zone frontale qui est désactivée, c'est en bleu. Et la zone qui est activée, c'est celle qui est juste en dessous, ici, qui est aussi responsable de l'expression. Donc, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez développer votre capacité d'improvisation, il faut régulièrement vous entraîner à désactiver votre fonction du jugement. Je ne sais pas à quel profil de population je m'adresse. Il y a peut-être des ingénieurs parmi vous, il y a peut-être des financiers, il y a peut-être des managers, etc. Et on a été bercé à une conception du monde où il faut avant tout aller dans la rationalité, et donc dans le jugement et donc dans la critique. C'est une fonction qui est essentielle pour le bon fonctionnement de notre société et de nos organisations. Mais si on veut pouvoir improviser, il faut accepter de faire des erreurs. Moi, j'en ai fait plein, là, des erreurs, rien qu'à l'échelle de cette présentation. Ce n'est pas du tout comme je l'avais prévu. Mais j'essaye de m'adapter et j'essaye de ne pas juger. Parce que je pourrais me tendre, et si je me tends, je vais être de moins en moins créatif et de moins en moins présent. Donc, il faut trouver des petites stratégies. Il faut s'entraîner. Alors, première stratégie, c'est qu'on va littéralement demander à notre cerveau d'être en dissonance. Prochain exercice, vous pouvez le faire depuis votre chaise. Prenez votre index, vous pointez quelque chose dans la salle au hasard. Allez-y. Vous regardez. Donc là, moi, j'ai pointé un micro qui est implanté dans le plafond, et vous dites quelque chose que cette chose n'est pas. Oh, une girafe. Ce n'est pas une girafe. Mon cerveau sait que ce n'est pas une girafe, mais je fais exprès de dire à mon cerveau, ceci est une girafe, alors qu'il sait que ça n'en est pas une. Donc, je suis en train de désactiver ma fonction du jugement, tout en activant ma fonction d'expression. Et vous refaites ça. Check. Oh, une belette. Un pompier. Joséphine. Et vous faites ça pendant 30 secondes. Faites 30 secondes de 10 associations cognitives. Forcées. C'est parti. Peu fort. Assumez pleinement. Je fais une petite pause. Actuellement, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de contrôler votre doigt. Enfin, vous dites, qu'est-ce que je pourrais pointer de manière acceptable? Ça, c'est acceptable? Oui. C'est un canapé. Alors, qu'est-ce que ça n'est pas? Ça n'est pas. Et en fait, vous êtes en train d'essayer de contrôler ce processus d'absence de contrôle. Non, il faut oser pointer des choses étranges, comme une chose étrange que je n'avais pas prévue. C'est mal poli de pointer quelqu'un. Et pourtant, allez, je tente.
Barbe à papa. Pas une barbe à papa. Et après, peut-être que je vais être jugé, parce qu'il va se dire, il m'a appelé barbe à papa. C'est ça le risque qu'on est en train de prendre. Mais il faut lutter contre ça. Je ne vous dis pas de pointer des gens nécessairement, hein, et de pointer, mais il faut que vous ne contrôliez pas l'endroit où ça pointe. Il faut le découvrir. OK? C'est reparti pour 15 secondes de dissociation cognitive. Go! Ectoplasme. Poulet. Dérangement. Crinière. Oui, je montre. Ça va? Alors maintenant, regardez bien autour de vous. Regardez bien autour de vous. Regardez les gens. Regardez les espaces. Est-ce que vous voyez quelque chose de différent? Non. Il y a des gens qui voient quelque chose de différent. Alors, il faut réessayer cet exercice, tard, chez vous, et faites-le suffisamment longtemps. Et moi, c'est quelque chose que j'ai constaté dans mes ateliers, mais certains élèves disent qu'ils perçoivent les couleurs de manière plus intense, et ils perçoivent les formes de manière plus intense. Comme si, en désactivant notre cerveau du jugement, on désactivait certaines fonctions automatiques qui nous empêchent de prendre pleinement conscience de ce qu'on a juste devant soi. Alors ça, c'est plutôt Keith Johnson qui le dit, et ce n'est pas encore la science. Je dis c'est pas encore, peut-être que ce sera confirmé par la science. Mais qu'est-ce que ce serait de vivre sa vie au quotidien sans ce cerveau du jugement qui cherche constamment à nous dire « attention, danger ». Attention, danger. Et une des conséquences possibles, ce serait peut-être de voir les choses de manière plus intense. Donc, réessayez ça chez vous ce soir, avec vos conjoints et vos enfants. Ils vont vous trouver bizarre. Faites le même avec vos enfants, vous allez voir à quel point pour eux c'est facile. Et essayez de voir si juste après l'exercice, il y a quelque chose qui se passe. Autre moyen de voir, d'essayer d'être plus créatif. Voilà, je suis complètement en retard. Je vais sauter. Non, on va le faire quand même. Oui, j'en cours. J'ai construit une histoire dans ma tête avant de venir vous voir. C'est une histoire que j'ai conçue spécialement pour vous. Il y a un personnage dans cette histoire, un personnage principal, et aussi, il y a un rebondissement, et ça implique Fujitsu. J'ai fait exprès de concevoir cette histoire sur mesure juste pour vous. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous deviniez quelle histoire j'ai conçue dans ma tête. Et vous allez faire ça en me posant des questions. Donc, je voudrais que vous commenciez en me demandant qui est le personnage principal, et de là, vous allez essayer de reconstruire l'histoire. D'accord? C'est parti? C'est ouvert à tout, c'est parti. Il faut que ce soit des questions qui se répondent par oui ou par non. Sinon, ça va être trop là. Est-ce un homme? Est-ce un homme? Oui. C'est un homme. Oui. C'est le personnage principal de l'histoire, c'est un homme. Oui. Il est au Japon? Non, il n'est pas au Japon. Oui. Il est présent. Non, il n'est pas présent. Oui. C'est un salarié Fujitsu. Oui, c'est un salarié Fujitsu dont j'ai reçu le nom. Oui. C'est lui qui vous a invité aujourd'hui? Oui, c'est lui qui m'a invité aujourd'hui. Oui. Oui, il est jeune. Oui. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans cette histoire avec ce personnage? Oui. Il est RH? Non, il n'est pas RH. Il s'énerve? Il s'énerve? Oui, il s'énerve. Et à propos de quoi? Est-ce qu'il va perdre son emploi? Oui, il va perdre son emploi aujourd'hui. Oui. Mais il y a une raison à ça. Quelle est-elle? Il est fou? Il est fou, oui. Il est fou de quoi? De joie? De joie. Il est fou de joie, oui. Il n'est pas fou de moi. Il est fou de joie. Et pourquoi il est fou de joie? Il va faire du théâtre. Il quitte son emploi aujourd'hui pour faire du théâtre. Et il va jouer où? Dans ma pièce. Oui, c'est ça. Bravo, vous avez trouvé l'histoire. Bravo, vous pouvez vous applaudir. Il y a quelque chose que j'ai fait. Peut-être certains d'entre vous se sont rendus compte. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui ai improvisé? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez pris toutes nos idées. C'est quoi? Vous avez pris nos idées. Oui, mais j'ai dit oui à certaines, j'ai dit non à d'autres. Ça dépend. Oui, mais au feeling. Oui, c'est ça. Alors, vous avez déjà connu l'exercice, vous avez trouvé là. Si votre question se terminait par une voyelle, je réponds oui. Et si votre question se termine par une consonne, je réponds non. C'est vous qui avez fait tout l'effort créatif. D'accord?
Donc en fait, un des moyens qu'on a, c'est de tromper notre cerveau et de déplacer la charge mentale. Et de ne pas se rendre responsable soi-même de l'histoire, mais de partager cette charge avec l'autre. Ou alors, de se dire, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est pas ma présentation, c'est la présentation de quelqu'un d'autre. Évidemment, c'est pas la présentation de personne, mais en tout cas, j'essaye de détacher mon ego de ce que je produis pour pouvoir produire quelque chose. Donc là, il y a 10 000 stratégies à faire. Mais ça, c'en est une. Je vous ai fait croire que c'était mon histoire. Du coup, c'était beaucoup plus facile à vous de vous l'approprier et de la créer. Et ensuite, j'ai pris quelque chose d'arbitraire pour dire oui ou pourtant non. Certains sont déçus, là, ils sont là. Ah non, c'est une tellement belle histoire. Non, l'histoire était belle. Et certains étaient vraiment convaincus que quelqu'un allait dire c'est moi, je quitte mon poste aujourd'hui. Hein, c'était intéressant. Donc, ça, c'est une des méthodes, c'est partager la charge mentale. Alors, j'avance. Deuxième conseil, c'est de jouer. C'est-à-dire qu'en improvisation théâtrale, on fait des choix. Si je viens devant vous, aujourd'hui, j'ai mis une chemise avec des tigres orange. J'ai fait un choix. Voilà, c'est un choix mineur, mais c'est un choix quand même. D'accord ? J'ai choisi de m'attaquer à cette conférence avec une notion d'enthousiasme. J'ai choisi de venir et d'être debout. Ensuite, on a choisi le positionnement de l'espace. Je n'ai pas tout choisi, parce que je n'ai pas le choix sur tout, mais j'ai fait un choix. Et vous-même, vous avez des choix possibles à faire. Vous avez différentes versions de vous-même que vous pouvez choisir d'exprimer et de mettre en œuvre. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Une des plus intéressantes contributions de Keith Johnston à l'improvisation théâtrale, c'est la notion de statut. C'est une notion qu'il a élaborée en observant les singes, et notamment les comportements hiérarchiques au sein d'un groupe social. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des hiérarchies extrêmement précises. Ces hiérarchies, elles peuvent s'exprimer par des notions de dominance ou de, on va dire, soumission, mais également en tout cas de non-dominance, de non-expression de violence potentielle. Et ça, on le retrouve chez les êtres humains. D'accord ? En particulier dans les relations de pouvoir et au niveau hiérarchique. Si je vous montre cette photo, on comprend immédiatement qui a le pouvoir. C'est Christine Lagarde et Monsieur c'est le Premier ministre de la Grèce au moment du défaut de la date. Donc on voit très bien qui domine qui. D'accord ? À l'inverse, on peut aussi avoir des situations où la relation n'est pas très claire, et puis il y a tout un jeu qui s'exerce dans le langage corporel pour essayer d'assumer pleinement qui domine qui. D'accord ? Quand Trump était venu en France, je crois qu'on avait passé 2 semaines à parler de la poignée de main. Donc, ce sont des choses qui sont extrêmement puissantes. Ce sont des choses sur lesquelles on a un registre. On peut aussi jouer sur la distance pour avoir un impact, d'accord ? Donc, dans l'espace. Donc, tous ces éléments-là, ce sont des choix que l'on fait, des choix de positionnement, des choix de posture. Ce sont des choix quasiment théâtraux. C'est comment on se met en scène. Et dans l'improvisation théâtrale, on utilise beaucoup ça pour faire des choix de posture. Donc là, je vais vous proposer une petite expérience. Refermez les jambes à l'intérieur, courbez-vous en avant, refermez les épaules, baissez la tête et essayez de parler à quelqu'un. C'est vraiment content de ça. C'est un bon moment. Ah, l'inverse. Oui. 5 minutes. Ouvrez la cage thoracique, relevez la tête, regardez bien les gens dans les yeux, écartez les genoux et essayez de parler à la personne avec qui vous êtes en train de parler. Regardez bien dans les yeux. C'est plus facilement que. Ok, merci, vous pouvez vous rasseoir. Voilà, en 30 secondes, on peut changer complètement son attitude, l'énergie qu'on dégage et le rapport de force qu'on a avec une autre personne. Si on faisait tourner cet exercice et qu'on mettait 2 personnes qui se regardent droit dans les yeux en permanence, on dégagerait quelque chose de l'agressivité. Donc en fait, on ne peut pas garder ces comportements-là en permanence. Vous êtes constamment en train de les ajuster. Même maintenant, pendant que je vous parle, après l'exercice, vous les avez ajustés. Là, tu es un petit peu courbé en avant, tu as les jambes croisées. Là, oh, magnifique, là, bien une posture de puissance totale, de l'espace, etc. Donc en fait, on est constamment en train
peut s'ajuster en permanence. Donc, conscientiser ce langage corporel, c'est une des choses que vous pouvez faire en situation d'improvisation. Je fais un choix et je m'adapte. Autre aspect, choix du regard. Donnez le regard. Regardez dans les yeux. Prochaine présentation que vous faites, faites un effort conscient pour regarder chacun de vos interlocuteurs dans les yeux. C'est quelque chose que j'essaie de faire depuis le début de cette conférence, de distribuer le regard à tous ceux qui me regardent. Et évidemment, il y a plein de types de regards différents. Regard amoureux, regard dubitatif, regard soupçon, etc. Donc, on transmet énormément de choses par le regard. Et enfin, faites varier votre volume et votre débit. Ce sont deux fonctions dans la voix qui peuvent avoir énormément d'impact. Alors, on a tous et toutes une zone de confort et une zone d'inconfort. Et ce qu'il faut surtout se dire, c'est que c'est les variations qui regagnent l'intérêt de votre auditoire. Donc, face à un auditoire, vous êtes en situation d'improvisation. Si vous voyez que les gens s'endorment, vous pouvez soit monter le volume, donc, en situation de prise de parole, on est dans une situation d'interaction. Prenez le feedback des gens en direct pour pouvoir avancer. Donc, deuxième conseil, jouer, faire un choix de jeu. Troisième conseil, être affecté. Donc, on a tous raconté des histoires, on a tous reçu des histoires. Et ce qui est intéressant quand on raconte une histoire, c'est que ces histoires, on sent qu'elles nous concernent. Et il y a un moyen d'être sûr qu'elles nous concernent. Moi, c'est une méthodologie que je vous donne. La prochaine fois que vous faites une présentation, pensez à ADE. Une histoire, c'est trois choses. C'est des actions, des détails et des émotions. La plupart des présentations d'entreprise, elles se focusent là-dessus, sur les détails, les faits, les chiffres, les dates, ce qui s'est passé. Certaines racontent des faits et les mettent en récit avec des actions, causes, conséquences. Il s'est passé ci, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et donc, on a fait ci, donc on a fait ci, donc on a fait ça. Très peu mettent des émotions. La dernière fois que nous avons lancé le projet Fujitsu 3000, il n'a pas fonctionné et on était extrêmement déçus. À l'inverse, le projet Fujitsu 4000, mais quelle joie de faire cela ensemble! Il faudrait mettre un peu plus d'émotion dans nos histoires et toutes les présentations s'y prêtent. Donc, n'hésitez pas à bien incarner les émotions. Soyez affectés par ce que vous racontez. Enfin, essayez de dire oui. Je reviens à ce que j'ai dit au début. Dites oui aux choses. Écoutez les gens qui vous parlent et essayez de vous entraîner à dire spontanément oui. Peut-être sur un temps limité, dites pour les 3 prochaines minutes, je vais dire oui à tout ce qu'on me dit. Pas sur toute ma vie, mais juste sur les 3 prochaines minutes de cette réunion. Et regardez à quel point ça va changer la dynamique de la réunion. Et en particulier, dites oui et. Il y a 4 fonctions dans le oui et. La première, c'est d'avoir une position d'enthousiasme de base. La deuxième, c'est de reformuler ce qu'a dit la personne. La troisième, c'est de faire preuve d'empathie. Et la quatrième, c'est de faire une proposition en lien à ce qui a été fait juste avant. Défi pour vous, prochaine réunion que vous faites, prochaine interaction que vous faites, prochain entretien que vous faites, forcez-vous à dire oui et 10 fois dans la conversation ou pendant un temps limité. Et voyez si ça a des impacts. Et écrivez-moi après pour me dire les résultats. Donc, pour résumer, l'improvisation théâtrale, comment être plus impactant avec? 3 choses à faire. D'abord, oser. Chaque jour, vous allez tenter quelque chose de nouveau, idéalement dans une situation à peu de risque. Ne tentez pas l'escalade d'un pic de haute montagne demain, si vous n'avez jamais fait d'escalade. Mais peut-être faites une proposition d'aller avec des collègues à la machine à café à un horaire différent. Faites une proposition d'une activité, faites une proposition d'une sortie, faites une proposition dans une réunion à laquelle vous n'avez pas l'habitude de faire. Faites chaque jour quelque chose de différent, tentez quelque chose de différent et plantez-vous. Et ne soyez pas triste si vous vous plantez. Et peut-être ayez un buddy qui est au courant de ce que vous tentez et qui va vous dire « Bravo, ça s'est planté ». Donc avoir un système d'engagement avec quelqu'un qui sait que vous tentez des choses. D'accord ? Deuxièmement, jouez. Prochaine fois que vous faites une réunion, prochaine fois que vous avez un entretien, prochaine fois que vous avez une conversation, faites un choix fort de posture. Faites un choix de posture, faites un choix de ton, regardez la personne et adaptez-vous à ce qui se passe. Avec la voix, le corps, le choix des mots que vous utilisez, le regard, le volume, le débit. Et enfin, soyez affectés. Essayez de dire oui en première intention à tout ce qu'on vous propose pendant un temps limité. Et surtout, écoutez, reformulez
et soyez positifs dans la proposition, soyez constructifs. Voilà un petit peu les choses que je peux vous dire pour vous aider à être plus impactant avec l'improvisation théâtrale. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente fin de journée.